Bonjour à tous, bienvenue sur Ciel TV. Aujourd'hui, nous allons parler du boom des boissons, repenser les boissons pour innover, du processus industriel au packaging. Le marché des boissons se diversifie pour atteindre de nouvelles cibles consommateurs. Nous vous proposons un petit tour d'horizon des offres innovantes que proposent les industriels avec à cette table Camille Delbecq. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Affineur. Vous nous expliquerez dans un instant ce que vous confectionnez. Olivier Scala, vous êtes le PDG de thé Georges Cannon. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci. Mathieu Delapalme, vous êtes le coprésident de Pulp Design. Et là, on abordera un peu plus le sujet sur le packaging, Bonjour. le branding. Bonjour et bienvenue. Et enfin, Mélanie Miranda, vous êtes fondatrice du PAF, jus de légumes bio pressé à froid. Alors, expliquez-nous, parce qu'on connaissait PAF le chien, mais on ne connaît pas PAF le jus. Bonjour. Effectivement, PAF, le jus pressé à froid, c'est une gamme de jus de fruits et légumes fraîchement pressés. C'est vraiment le jus comme à la maison, sans avoir à nettoyer toute la cuisine après. Donc on fait des mélanges de fruits et légumes, Oui. ou alors juste de fruits, comme là on a pastèque citron-menthe ou ananas pomme-citron. Et on utilise la technologie de pressage à froid pour conserver tous les nutriments intacts. D'accord. Et on prolonge la fraîcheur du jus avec la technologie à très haute pression qui, contrairement à la pasteurisation, permet d'allonger la vie du jus sans chauffer, donc sans détruire les nutriments. Alors, parlez-nous juste avant qu'on continue, parce qu'il me semble que voilà, c'est devenu une passion chez vous. Comment c'est parce que vous avez travaillé un peu dans les banques d'affaires, vous avez fait de très hautes études. Comment vous est venue cette passion de la naturopathie? Alors, rapidement, moi j'ai fait Lehman Brothers, que j'ai arrêté en 2008. Ensuite, j'ai fait un master de marketing à Sciences Po, j'ai travaillé en restructuration d'entreprise. Et en même temps, je faisais de la compétition à haut niveau en équitation. Et là, je me suis rendu compte qu'un mode de vie très intense nécessitait une hygiène de vie qui allait avec. D'accord. Donc, on a déjà un point commun, c'est l'équitation. Maintenant, super. vous allez me convertir au jus de légumes. Attention, vous allez les goûter, vous allez voir. Dans un instant. Vous allez voir, on va les goûter. Donc, effectivement, j'ai eu un petit souci de santé que j'ai soigné intégralement grâce à la naturopathie. D'accord. Et là, je me suis dit, c'est génial. Et je suis partie à Los Angeles me former en cuisine crue chez Matthew Kenney. Et j'ai aussi fait une formation au Optimum Health Institute à San Diego. Donc, on soigne des maladies très graves avec, en complément avec le raw food, la nourriture crue et les jus de légumes, etc. Et vous y avez cru tout de suite? Mais en fait, ça a marché sur moi. Si vous voulez, quand le corps est détoxifié, quand le corps peut retourner à son état d'harmonie, naturellement, il se guérit lui-même. Si vous voulez, c'est un peu la manière de penser des médecins hygiénistes, des naturopathes et la médecine ayurvédique ou chinoise, c'est que le corps a une certaine harmonie, et quand on restaure l'harmonie, alors tout va bien. La maladie est en fait une réponse saine à quelque chose de malsain, et pas quelque chose de malsain. Et donc, en fait, on traite, c'est une approche holistique, on traite la globalité. Et la nutrition est une part essentielle de ça. Donc, vous avez décidé à partir de là, voilà, vous êtes pris d'une mission. J'ai pris mon background en marketing, mon background en opérationnel, et je me suis dit, voilà, il faut que j'apporte ça au marché. J'aimerais que ce soit ma contribution. J'aimerais pouvoir faciliter la vie des gens, parce que franchement, c'est pas facile. On est tous très occupés, tous très stressés. Alors, si en plus, il faut se lever à 5 heures du matin pour aller chercher ses fruits, se les presser, etc., c'est trop compliqué. Vous facilitez la vie des gens en proposant ce produit. Quelles sont les qualités nutritives et santé qu'on peut trouver dans ces boissons? Moi, vous ne verrez jamais marqué détox ou antioxydants sur mes jus, parce que tous les fruits et légumes sont naturellement détoxifiants. C'est leur rôle, sont naturellement pleins de vitamines, plein de minéraux, plein d'antioxydants, plein d'enzymes. Mais il est vrai que chaque fruit ou chaque légume a des propriétés particulières. La carotte, c'est quelque chose qui va vraiment nourrir votre organisme. Alors là, c'est ça la carotte. Je me dirige vers l'orange spontanément, mais on peut avoir des surprises. Carotte, pomme, gingembre. Vous voyez par exemple la betterave. La betterave, on ne le sait pas toujours, mais c'est un des légumes les plus riches en fer. Et là, on a mis du jus de citron avec la betterave parce que ça permet de fixer de manière optimale le fer. Vous avez aussi tout un mélange très anti-inflammatoire, très bon pour l'immunité et le système digestif, qui est ananas, pomme, citron, gingembre, curcuma. Ah là là, ça donne envie. Donc, on peut les goûter ou pas? Bien sûr, allez-y, je vous en prie. D'accord. Et on voit c'est 100% bio. Hein. Alors, c'est 100% bio, 100% pur jus. Il n'y a pas de concentré, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de rien qu'on ne trouverait pas dans la nature. On va goûter celui-là. Regardez, j'ai des gobelets. Hop.
On va goûter parce que franchement, ça donne envie. Ce sont des belles couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Delbecq? C'est très joli en tout cas, une belle palette. Merci. Quelle est la cible, votre public, le public que vous visez? Alors sur les salons, j'ai vraiment eu tout. J'ai vraiment eu des enfants qui étaient très très jeunes et qui aimaient. J'ai eu des personnes qui ne sont jamais rentrées dans un magasin bio. On essaie vraiment de faire des goûts qui plaisent à tout le monde. Alors je sais que c'est rare d'avoir un produit qui plaît à tout le monde, mais là on est en train de se rendre compte que ça plaît quand même à beaucoup de gens. C'est délicieux. Bah moi je fais pas de jus de légumes. Hein. Vous dites que voilà, les gens, ça leur évite de faire du jus de légumes. Personnellement, j'en fais pas. Même pas des jus de fruits. J'ai pas le temps, comme vous dites. Donc là, ça permet. Puis c'est très original. Celle-ci, c'est pomme, citron, betterave, gingembre. Est-ce que vous voulez goûter? Volontiers. Oui. Merci. Et en fait, Mathieu, vous voulez goûter le même ou ça c'est très bien. En plus, c'est une jolie couleur. Hein. J'ai du mal à me pencher. Monsieur Scala. Allez, un petit peu. Allez, on fait, voilà, on va trinquer. Hein. Voilà, si je vous permets de passer. Combien de boissons est-ce que vous proposez? J'ai toujours une gamme de 4 boissons qui sont les 4 classiques et régulièrement un jus de saison pour faire découvrir des nouvelles saveurs. Donc là, c'était cet été et début de l'automne, pastèque, menthe, citron. D'accord, vous essayez de faire correspondre aussi par rapport aux fruits et légumes des saisons. Oui, tout à fait. Donc c'est périssable assez rapidement, il n'y a pas de conservateur dedans. Sortie atelier, en fait, la technologie haute pression permet 3 semaines de conservation. Quand même. Avec tous les nutriments intacts, le temps que je le reçoive, etc. Je livre les clients sur ma boutique en ligne avec au moins 10 à 15 jours, enfin en général 15 jours, de durée de vie. Ça leur permet de se faire livrer 12 ou 15 jus 2 fois par mois et d'avoir tous les matins leur jus frais. Et une fois que c'est ouvert, on peut le conserver combien de temps? Alors on est sur un produit frais, donc vraiment il vaut mieux le boire dans la foulée ou au moins dans la journée. D'où justement cette petite bouteille. Voilà, tout à fait. D'accord, pour éviter de faire du gâchis alimentaire, parce que c'est aussi le débat du ciel. Alors j'ai vu effectivement que c'était commercialisé sur site internet. En boutique, c'est peut-être envisagé un jour? Oui, tout à fait, en magasin bio uniquement. D'accord, donc Biocoop. Biocoop, par exemple, et d'autres. Typiquement, je suis déjà dans 3 Biocoop à Paris. Parce que la grande distribution se met quand même beaucoup à proposer de plus en plus des produits bio, 100% bio. Oui, mais en fait, on a aussi une volonté éthique parce qu'il y a 2 types de bio et on ne le sait pas. Il y a les gens dans le bio qui respectent tout le monde dans toute la chaîne et puis il y a des gens qui font des pratiques de GMS avec une étiquette verte. Vous pratiquez à 100%. Voilà. Dans la légalité, voilà, vous sortez pas des rangs, vous restez le 100%. En tout cas, c'est vraiment délicieux. Il n'y a pas de sucre ajouté dedans. C'est vraiment la matière première qui est de la excellente. Voilà. Et puis on sent ce petit goût de gingembre qui met un petit coup de fouet. Je vais être très en forme toute la journée. Merci parce que du coup, ça va être... J'ai oublié de mentionner quelqu'un de très important. En fait, les recettes sont élaborées par mon associé, qui est Jean-Eder Nurstel, qui vous l'avez peut-être vu sur Top Chef en 2014. C'est vrai. Et l'ancien chef exécutif de l'hôtel Peninsula. Et voilà, donc c'est lui qui s'assure qu'à la goutte près, au dosage près, les recettes soient aussi bonnes pour les papilles que pour le corps. Eh bien, il faut le féliciter parce que c'est délicieux. Et puis tout à l'heure, on n'a pas le temps là tout de suite sur le plateau, mais on va essayer de goûter parce que j'en ai ouvert du coup quelques-unes avant l'émission. Donc on va rien gâcher. Je vais me tourner maintenant vers Camille Delbecq. Bonjour, enfin rebonjour. Vous êtes donc le fondateur de Affineur. Expliquez-nous le concept de votre société. Alors Affineur, c'est une petite boîte française installée aux États-Unis, à New York. À New York. C'est une aventure qui a 2 ans à peu près. Et en fait, on explore le monde des fermentations pour améliorer à la fois les qualités gustatives et nutritionnelles de toute une gamme d'aliments, à commencer par le café. Donc on a un café qui est fermenté. Le processus de fermentation se passe sur le café vert avant la torréfaction. Et on améliore à la fois la digestibilité du café, qui est un gros problème pour beaucoup de personnes, et à la fois le goût. Notamment, on enlève toute l'amertume pour vraiment avoir toutes les notes florales et chocolatées d'un bon café. Quelle est la particularité de ce café ? Alors c'est un café qui est donc c'est vraiment la fermentation qui est la différence. D'accord. Ça a été comparé à beaucoup d'autres cafés, notamment des cafés très haut de gamme du genre Kopi Luwak, qui a une histoire très cher. Voilà, c'est $1000 le kilo, le kilogramme. C'est énorme. On est beaucoup plus abordable que ça. Mais très proche en goût. Voilà, le goût a été beaucoup comparé au Kopi Luwak. Donc il y a un café qui est en fait, c'est intéressant, qui est mangé par une petite civette dans les plantations de café,
qui est digéré. Et pendant le processus de digestion, il y a une fermentation qui se passe également. Ouais, regardez. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une civette, regardez. Et ça, c'est les cerises de café. C'est mignon, hein. Voilà. Et en fait, pendant ce processus de digestion, il y a une fermentation qui se passe. Et donc, en termes de goût, on a reproduit une partie de cette palette de saveurs, notamment tout ce qui est justement le manque d'amertume, le manque d'acidité, pour vraiment avoir toutes ces notes intéressantes. Ça c'est les excréments, en fait, de civette. Ça paraît curieux, quand même. Enfin, nous, en France, on connaît pas ce genre de processus. Enfin, moi, personnellement, je connaissais pas avant de vous connaître, vous, et d'étudier votre dossier, votre cas. Donc, c'est fait à partir d'excréments, c'est ça? Alors, le copiloac, oui. Notre café, c'est pas fait comme ça. Notre café, c'est on travaille avec des importateurs de café vert, du café qui est organique et qui a été fair trade. D'accord. Et on a reproduit un processus de fermentation sur ce café vert pour vraiment en fait enlever les molécules qui ne sont pas intéressantes dans ce café, tous les irritants. Bien dans le micro parce qu'on a un petit peu de mal à vous entendre. Donc on fait un processus de fermentation sur ce café vert pour enlever tous les irritants, enlever toutes ces molécules qui sont aussi pas intéressantes en termes de goût, toutes ces molécules amères. La fermentation, c'est ce qu'on appelle l'affinage. Affinage, voilà, c'est le petit clin d'œil sur le nom de la marque. Donc ça c'est vraiment la différence, je pense, d'affineur, c'est amener et remettre au goût du jour le monde des fermentations. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ces 10 dernières années en termes dans le paysage des fermentations. Un, c'est vraiment un contrôle, une technologie qui s'est vraiment améliorée. On connaît beaucoup mieux le monde des microbes maintenant. Oui. Et donc on peut choisir exactement quel micro-organisme on va utiliser pour avoir tel type de saveur, par exemple. Et l'autre chose, c'est que le paysage consommateur a beaucoup évolué aussi. On est en train de passer d'un monde qui était tout pasteurisé, tout stérilisé, à une acceptation un peu plus large justement des micro-organismes, du rôle qu'ils ont dans notre santé et dans l'alimentaire. Laissez le corps faire un petit peu. Voilà. Laissez le corps se lutter tout seul pour justement pas trop faciliter. Quel est le genre de clientèle que vous avez ? Alors c'est assez varié en fait. On attire à la fois des connaisseurs de café, mais aussi de façon intéressante beaucoup de monde qui viennent du thé par exemple, ou du vin même. Donc c'est un paysage assez éclectique, mais justement qui est intéressé par cet hybride un peu qu'on propose. Oui, alors vous, votre métier initial, c'est œnologue, dégustateur de thé. De café? Non, alors je suis ingénieur agronome à la base. J'ai fait mes études à Paris. Ensuite, je suis parti à Boston pour faire un doctorat en biotechnologie et microbiologie à Harvard. Et ensuite, j'ai fait un peu de conseils autour des biotechnologies avant de monter la boîte avec ma cofondatrice qui a plus justement ce background de dégustation, de chimie des saveurs. Alors ici, là, c'est la petite version de voyage que vous nous avez apportée. Vous aussi, le packaging. Alors, c'est dommage, on n'a pas là, mais on peut le voir sur votre site internet, que vous avez beaucoup réfléchi aussi au packaging. Absolument. Je pense que le packaging doit raconter une histoire et doit interpeller aussi. Donc, on a choisi, par exemple, d'utiliser le verre glacé, frosted, qui a aussi un aspect tactile qui est vraiment intéressant. Et au-delà de ça, il y a aussi des raisons scientifiques. Il n'y a pas de molécules. Il n'y a pas de molécules qui vont se retrouver dans les aliments. D'accord, c'est intéressant. Le verre, par exemple. Voilà. Alors, on continue notre petit tour d'horizon. C'est vous qui êtes œnologue, dégustateur de thé, Olivier. Oui, tout à fait. Alors, expliquez-nous quel est votre métier. Racontez-nous l'histoire de George Cannon. Comment c'est venu tout ça ? Alors, je suis effectivement dégustateur de thé et je dirige une entreprise d'importation qui s'appelle George Cannon. Je le fais à la 5e génération et mon fils Augustin, qui est aussi dégustateur de thé, directeur général de la maison, est à la 6e génération. Et à ce titre, on est la seule maison française indépendante à faire de l'importation, de la création de mélanges, avec cette taille, je dirais, familiale et indépendante. Oui, c'est ça, c'est une vraie histoire de famille. Tout à fait. Avec le frangin, c'est ça ? Le fils, c'est mon fils, c'est un fils, oui. Qu'est-ce que vous cherchez exactement quand vous produisez du thé ? Ce que l'on cherche, on est sur un marché premium. Nous, on est vraiment sur le vrac, distribution premium dans les boutiques spécialisées, les salons de thé, les comptoirs de thé. On fait aussi beaucoup de marques blanches, donc des créations
de A à Z quelquefois. Du sur-mesure. Du sur-mesure absolu. On a plus d'1 millier de références de thé, de recettes, de mélanges que nous créons au fil du temps. Ça fait une 40aine d'années que je suis dans ce métier. Et la distribution, je dirais, de la marque blanche est une part très importante de notre activité. Et au-delà du vrac et de la marque blanche, nous avons créé notre propre marque Georges Cannon que nous allons lancer de façon plus assurée dans quelques mois. C'était qui Georges Cannon en fait? Alors Georges Cannon était un Anglais qui a épousé une Française, qui s'est installé en France. Et mon père, qui travaillait dans des affaires familiales différentes, qui était de l'éléphant, compagnie coloniale, etc., a racheté l'affaire Georges Cannon en 1969, et est devenu importateur indépendant de sa famille, parce que bon, il y avait une volonté de sa part de travailler beaucoup plus sur le produit. On parlait du produit au départ. Oui. Les affaires familiales dans lesquelles il était auparavant étaient moins axées sur le produit et beaucoup plus sur le packaging et le marketing. Oui. Et il s'est concentré fortement sur le produit. Et je dirais que le virus m'a pris et a pris mon fils également. Bon, tant mieux. Voilà. C'est bien, ça fait plaisir, j'imagine, de travailler en famille. Alors, vous avez une boutique, c'est ça, sur Paris? Alors, on a un certain nombre de clients en France et une boutique qui nous sert de vitrine. Oui, ce que j'allais dire, c'est plutôt les particuliers ou ça s'adresse aussi au luxe, aux grands hôtels, aux restaurants? Notre clientèle? Oui. Ah oui, c'est vraiment le thé premium, mais qui n'est pas forcément du luxe. Hein. On parle, le café comme le thé ne sont pas des produits excessivement chers. Ramenés à la tasse, c'est presque rien. Par contre, notre clientèle est une clientèle de connaisseurs, et l'intérêt, c'est que cette clientèle est en train de croître fortement au détriment du mass market. Oui, nouvelle boisson. Alors, on parle du boom des boissons et le thé en fait partie. Montrez-nous un petit peu le packaging que vous proposez ici. Alors en fait, donc comme on fait... Alors je vais le montrer en caméra. Comme nous faisons beaucoup de thé vrac, mais aussi de marque blanche, j'ai apporté une marque blanche qu'on a faite pour le musée, pour une exposition qui a eu lieu au Petit Palais, pour Maître Kuniyoshi. Et donc on a fait une boîte adaptée à cette exposition et un mélange... Je peux me permettre d'ouvrir ? Bien sûr, bien sûr. Un mélange qui puisse évoquer l'esprit de cet artiste et de ce qu'il a produit. Dès qu'on ouvre, on sent. Hein. Il y a l'odeur tout d'un coup qui arrive. Et ça doit sentir encore plus quand vous ouvrez la boîte. Bien sûr. Elle s'ouvre par le couvercle, pardon. Voilà. Donc c'est un mélange aromatisé. Magnifique, hein. Voilà, une des créations que l'on est capable de faire et de proposer. D'accord, bravo. Merci. C'est très beau tout ça. Mathieu de la Palme, Pulp Design. C'est quoi une agence de branding packaging ? Alors, c'est une agence qui travaille pour des marques et dont le job est de faire en sorte que l'idée d'une marque, son offre, puisse s'exprimer de manière claire, forte, singulière, différenciante pour les gens qui pourraient l'acheter. Voilà, donc il y a à la fois un travail sur le sens, oui. Donc quelle est l'idée de cette marque, et aussi sur tout le langage qui va venir exprimer cette marque. Donc ça peut être un logotype, ça peut être une forme. Donc c'est vraiment un métier qui cherche à exprimer la valeur ajoutée que les entreprises ont C'est sûr qu'ici au Ciel, on voit beaucoup, hein, surtout dans les innovations, ils essayent de montrer un peu leurs produits à travers aussi le packaging. Quelle est votre force de proposition ? C'est d'abord d'essayer de comprendre ce qu'ils cherchent à vendre, parce que c'est ça le plus important. Donc c'est quoi l'idée de leur offre ? Qu'est-ce qui fait que c'est différent des autres ? Donc déjà très bien comprendre ça. Ensuite de leur dire vous allez le vendre dans un contexte où vous n'êtes pas tout seul. Oui. Donc comment est-ce que vous allez exprimer votre singularité ? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont vous remarquer un peu plus que les autres ? Et ça, c'est pas un exercice facile. Non, c'est sûr. Parce que surtout en grande consommation, il y a beaucoup de gens qui sont présents avec beaucoup de moyens. Et donc, notre job est de les aider à la fois à exister avec des codes forts et simples, et de l'autre côté, d'être suffisamment singuliers pour qu'ils puissent mieux émerger. Ouais, vous parlez des codes. En France, on est peut-être un peu plus attaché aux traditions, non ? Alors d'abord, c'est un pays de l'alimentaire absolument incroyable mondialement, hein. Donc on est très sensible aux produits. Il y a d'autres pays qui sont un peu moins sensibles aux produits, donc on essaie de comprendre les produits, hein. Donc autour de la table, on a des très très bons exemples de passionnés de produits. Oui. Et après, c'est un pays assez conservateur. Ça, c'est vrai. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles attentes. Quand on regarde tout ce qu'il y a au Ciel, c'est absolument extraordinaire le nombre de produits et d'idées.
Après, le sujet, c'est comment est-ce que tout ça arrive à la fois dans un lieu où on peut acheter et ensuite sur la table. Et là, c'est là, nous, on peut intervenir d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut regarder quelques exemples des marques avec lesquelles vous travaillez? Alors, je vois Innocent, évidemment. Alors, on ne travaille pas avec toutes ces marques, on aimerait bien, mais en tout cas, un certain nombre. Ça, c'est juste des exemples de comment le design est capable de créer de la valeur. D'accord. C'est un peu le sujet des entreprises. Ça, c'est pas tout, ça. C'est pas que vous, ça. Alors, ça, c'est nous. D'accord, mais ça, c'est génial. Donc ça, c'était un projet où Tesser voulait créer de la valeur pour sortir de leur bidon en aluminium. Oui. Et le brief n'était pas très éloigné de seulement ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des réunions de workshop avec des consommateurs pour essayer de comprendre quelles étaient leurs attentes. Et on s'est aperçu qu'il y avait un vrai sujet sur comment utiliser le sirop. Donc on a creusé ça et puis on est allé s'inspirer avec d'autres catégories de produits. Il y en avait un qui était le pousse-mousse. Oui. Et on s'est dit, alors c'était un process pas très long, mais enfin avec beaucoup de choses. Et il s'avère que cette idée de pouvoir doser était quelque chose de très intéressant. Mais vraiment, ça a révolutionné. J'ai 3 enfants. Voilà, je vous livre un peu mon intimité. 3 enfants et vraiment, c'est une invention top. Voilà, donc c'est à la fois très simple et évident parce qu'on se dit bah ça doit forcément exister depuis un certain temps. Non, oui, non. En tout cas dans le sirop. Pourquoi personne n'y a pensé avant? Ça, voilà, et assez compliqué à mettre au point parce qu'il y a des problèmes de pompe pour que le sucre en fait ne vienne pas boucher le tuyau et ça à produire de manière industrielle. C'est un très long process. D'accord. Voilà. Ensuite, donc ça c'est un exemple. Après il y a d'autres exemples qui sont plus liés. Alors j'aime bien montrer des choses assez simples. C'est pas forcément des choses compliquées d'ailleurs, mais Tetra Pak évolue petit à petit en proposant des choses un peu plus ergonomiques, avec un peu plus de design, avec des bouchons avec un peu plus de diamètre. Donc il y a des petites choses qui peuvent être créées et qui font vraiment des différences. Evian, alors ça c'est pas nous, mais c'est un exemple assez intéressant de comment l'emballage peut créer de l'image de manière assez forte. Voilà, et puis après il y a des packs qui sont iconiques comme Granini. Ils ont le même packaging depuis je ne sais pas le nombre d'années, mais depuis très longtemps. Alors Coca est un très bon exemple. C'est leur signature, ça on reconnaît tout de suite la bouteille Granini. Et puis Innocent qui est arrivé dans le marché et qui s'est dit comment est-ce que par mon emballage je vais arriver à créer de la différence. Sachant que quand vous allez dans le linéaire des jus d'orange, tout est à peu près pareil. Et eux sont arrivés avec une proposition qui était très surprenante, mais qui a créé de la singularité, qui fait qu'aujourd'hui ils existent de manière... ça va devenir iconique, je pense, pour eux demain. D'accord. Voilà. Et est-ce que tous nos invités vous inspirent de nouveaux packaging pour leurs boissons? Je crois que c'est toujours un vrai sujet. C'est toujours compliqué parce que c'est... alors, est-ce qu'on fait souvent appel à des designers? Pas forcément. Ouais. Je pense que c'est un métier d'avenir, en fait, parce qu'il est très lié à l'usage, au consommateur, au client. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui est important? Il y a la notion de marque qui est clé, c'est-à-dire que en fait, c'est un des points de départ très très importants pour exister. Et puis après, oui, c'est forcément inspirant. On peut toujours aller plus loin, on peut toujours améliorer, mais je pense que le design a une capacité à créer de la valeur qui est là pour révéler en fait les produits et les entreprises, enfin les produits des entreprises. Ok, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus pour nous partager donc ce boom des boissons et de faire ce petit tour d'horizon. Juste, on va rappeler quelque chose parce que j'ai vu que vous aviez fait une collecte de fonds sur KissKissBankBank. Est-ce que vous avez réussi à obtenir les fonds nécessaires pour lancer votre produit? Oui, tout à fait. On a réussi notre collecte qu'on a fait pendant l'été parce que c'est compliqué de lancer un produit frais pendant l'été. Ça nous a permis de démarrer et là, on est en levée de fonds avec des investisseurs pour pouvoir continuer l'aventure. Donc, j'allais vous poser la question, est-ce que vous cherchez toujours des investisseurs pour vous aider à essayer de vous lever? Oui, d'accord. Alors, on rappelle le site internet. C'est www.paflejus.bio. D'accord. Ou dans 3 Biocoop à Paris, à côté des Champs, Luxembourg et... dans le 11e. Merci à tous. Et puis nous, on se retrouve dans un instant pour une émission avec l'interview des chefs Mignot. À tout de suite.